Coucou les chats, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis de nouveau avec Aurélie, mon amie qui vient nous parler nutrition pour les enfants. On vous parle de diversification alimentaire. Vous avez posé plein de questions sur Instagram. Tu t'es déjà présentée, peut-être redis-nous en 2 mots ce que tu fais comme métier. Alors moi, donc je suis Aurélie, je suis nutritionniste à Genève et je m'occupe particulièrement des enfants et des mamans aussi. Oui, parce que c'est surtout nous qui avons besoin d'être guidés dans l'histoire. Les petits se laissent guider finalement. C'est vrai. On l'a dit pas mal de fois. Donc on va reprendre le fil des questions. C'est parti. Quand est-ce qu'on commence les petits déjeuners? On nous a posé la question. Alors les petits déjeuners c'est un peu plus tard. En général c'est entre 12 et 18 mois et ça dépend encore une fois de l'enfant. Il y a des enfants qui vont adorer continuer à prendre leur biberon ou tétée pendant longtemps et qui prendront pas de petit déjeuner. Et il y en a d'autres qui vont s'y désintéresser, qui vont préférer manger comme les parents ou comme les frères et sœurs. Et dans ce cas-là on peut commencer tout doucement à leur donner. Et si j'ai un conseil à donner dans les petits déjeuners, c'est qu'il faut essayer aussi de pas trop les habituer à des petits déjeuners très sucrés quand ils sont tout petits, mais essayer de varier le plus possible et pourquoi pas donner un œuf ou donner autre chose. C'est vraiment culturel d'habituer les enfants à manger très sucré le matin. Il y en a plein de pays où ils le font pas. Elle fait vraiment la guerre au sucre. Elle déteste le sucre. Non, je déteste pas en plus parce que bon, il est quand même utile, mais je trouve que les enfants ils en mangent trop, c'est clair, et que ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc si on peut les habituer aussi petits à manger autre chose que du sucre le matin, bah c'est super. Mais il faut tout réapprendre parce que nous petits, c'était des tartines, des Kellogg's, c'était que, en tout cas chez moi, chez mes cousins, etc., c'était des petits déj sucrés, on se posait même pas la question de manger salé. Et ça, encore une fois, c'est très culturel parce que toi tu sais que mon mari est allemand, et ben, chez lui il mange salé le matin, tu vois, donc ça dépend vraiment des cultures. Mais nous on est habitués à la baguette, au croissant, au céréales, la Nutella, la confiture. Mais voilà, c'est pas l'idéal et ça veut pas dire qu'il faut rien manger de sucré, ça veut dire qu'un bon petit déjeuner il a aussi des lipides et des protéines, et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi sur mon compte, c'est qu'on peut faire par exemple des pancakes à base de bananes, d'œufs et de farine avec des IG plus bas qui seront pas si sucrés que ça et qui font quand même plaisir à des enfants qui ont envie de plus de sucré le matin, ça fait le job. sans être des céréales Kellogg's. Voilà. On peut trouver des compromis ou se faire des granolas maison, enfin on peut essayer de trouver des choses, intégrer des noix, des amandes, c'est génial, enfin voilà, mettre du yaourt aussi, il y a plein de solutions pour pas manger que sucré le matin. Et son granola est vraiment très bon. Délicieux. On nous a demandé quand est-ce qu'on pouvait ajouter du sel dans les repas des bébés. Ouais. Alors le sel, c'est pas avant 18 mois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, 18, tu vois, je pensais 12. Ouais, non, c'est plutôt 18 le sel. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les reins des bébés, ils sont pas complètement matures et ça serait difficile pour eux avant de gérer le sodium. Du coup, bah on évite d'en mettre trop tôt. Voilà. Okay. On peut mettre des épices avant. Si on trouve que par exemple la purée elle est un petit peu fade au bout d'un moment, on peut mettre des épices sans problème, mais le sel, on attend un peu. Et quelle est l'épice que tu recommandes? Un épice qui va amener un goût un peu salé? Alors, c'est pas forcément un goût salé, mais par exemple, si on a un peu de cannelle, plutôt un goût sucré, mais ça va bien aromatiser une purée par exemple. Donc soit de la cannelle, du curcuma, ça en plus c'est des épices anti-inflammatoires, antibactériennes, donc c'est vraiment intéressant aussi. On peut mettre de l'ail, on peut mettre des herbes aromatiques. Ah oui. On peut mettre du persil, on peut mettre de l'oseille, on peut mettre plein de choses aussi qui vont aromatiser les purées, autres que le sel. Et puis en fait, on habitue moins aussi à ce goût de salé. Et moi parfois j'ai redécouvert, tu vois, les goûts des légumes avec juste des aromates, en fait c'est très bon. Et moi j'adore toute la période de diversification, c'est ce que je disais l'autre jour à Laura, je disais mais en fait je vais manger comme Charlize. Ouais, je vais pas l'écraser comme elle, mais en fait. Mais tu redécouvres. C'est ça. Et c'est trop bon. Ouais. Et d'ailleurs par rapport à ça, ça me fait penser, c'est pas une question des abonnés, c'est une question de moi. J'ai essayé de faire des purées un peu plus granuleuses pour Charlize, elle a pas du tout aimé. Donc je suis revenue à quelque chose de très lisse. Et ça elle mange avec plaisir, mais alors le granuleux c'était un échec total. Alors ça c'est ok, il n'y a pas d'urgence à ce qu'elle mange déjà ou des morceaux granuleux, et parfois c'est plus compliqué le côté granuleux que morceaux. Ah ouais. Parfois en fait le mélange des textures pour les enfants c'est pas évident. Tu vois, ils aiment bien quand c'est très net. Même plus tard, les légumes quand ils sont tout mélangés ils aiment pas. Ils vont séparer parce que pour eux c'est important de bien visualiser ce qu'ils mettent dans leur bouche. Et pour les textures c'est un peu pareil, ça doit être clair, c'est soit c'est lisse, soit c'est en morceaux. Mais entre deux en général il est vraiment pas évident. Donc si t'as envie qu'elle commence un peu les morceaux, dans ce cas-là essaye plutôt des bâtonnets très mous qu'elle peut attraper avec sa main, et je pense que ça fonctionnera mieux que le entre-deux lisse. Est-ce que là je me suis dit au lieu de faire avec le banix, je vais faire avec la fourchette. Et bah là elle a vraiment pas kiffé. Ouais, mais je vais essayer les bâtonnets, ça marche moins bien. Mais tu peux lui faire lisse et les bâtonnets, et peut-être qu'au début bah, elle va te refuser le bâtonnet, c'est ok. Et puis après elle va peut-être switcher.
Mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence à ce qu'elle mange plus solide, parce que de toute façon, un jour, elle mangera solide, on est d'accord. Et en vrai, c'est vachement plus simple de faire des trucs hyper lisses. Oui, parce que tu peux mélanger plus de choses. Mais c'est ça. Puis soit t'as le baby cook, donc ça fait tout seul, soit moi je trouve beaucoup tu plus peux pratique, mixer les protéines, tu peux tout mixer, alors que si tu t'as toutes séparées, oui, c'est moins facile. Donc, pas de pression. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand t'as vraiment des textures bien identifiées. Alors là, on va arriver sur le sujet qui fâche. C'est l'ennemi numéro 1 d'Aurélie ici présente, le sucre. À partir de quand peut-on donner du sucre à un enfant? Et pourquoi est-ce qu'on a envie de se presser? Pardon, aparté, mais je sais que Connor il y tient au 1 an de nos enfants. On a à chaque fois fait que ça, un gros gâteau au chocolat. J'ai fait aussi. Ouais, voilà. Non mais dans lequel il puisse mettre sa tête et tout. Et en fait, il se jette dessus. Mais il kiffe trop, c'est clair. Mais pourquoi je lui dis, mais ils sont fous en fait d'avoir du sucre. En fait, ils ont un attrait déjà inné pour le liquide amniotique, il est sucré, donc en fait, il y a un attrait déjà inné pour le sucre. Donc ça, tous les humains, voilà. Alors déjà, en plus, il y a sucre simple, sucre complexe. On est d'accord que là, on va parler des sucres simples, hein, pas des glucides en général. Ouais, des sucres industriels. Voilà. Et pourquoi avant 1 an, on le donne pas? La première chose, encore une fois, pareil, maturation de l'organisme, le pancréas, il n'est pas encore assez mature pour sécréter de l'insuline à tout va et gérer les taux de sucre dans le sang. Donc on va vraiment fatiguer son organisme à l'enfant. Donc déjà rien que pour ça, c'est pas idéal. La deuxième chose, c'est que, on en a discuté avant, pendant cette période-là, on va vraiment constituer son microbiote intestinal et le sucre, lui, va nourrir les mauvaises bactéries. Donc du coup, on veut vraiment éviter, l'idée pendant ce moment, c'est vraiment de se construire un microbiote fort et le sucre, ça va plutôt être contre-productif pour ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il y a déjà un attrait inné pour le sucre, mais le sucre, il entraîne aussi de l'addiction. Plus on en donne tôt, plus on habitue, plus on va être addict au sucre et plus on va vouloir en consommer. Le sucre, c'est risque de diabète de type 2, de surpoids chez les enfants. Il y a de plus en plus maintenant de maladies qui sont liées à la consommation de sucre. Nous, on est tentés en fait de leur donner parce qu'on se dit « Ah, ça va lui faire plaisir, c'est vrai. » Mais l'enfant, lui, il connaît pas. Donc en fait, ça lui manque pas. Voilà. Donc pendant cette période-là où ça lui manque pas justement et où il a pas un copain qui va lui dire moi j'ai ça et pas toi, profitons-en, ne lui en donnons pas. Mettons en place des bonnes habitudes, laissons-le se construire un bon microbiote, ne fatiguons pas son organisme à traiter des choses qu'il ne peut pas traiter. Attendons qu'il ait 1 an pour son anniversaire, le gâteau. Jeanne, c'est pas trop un bec à sucre. Si, elle aime bien, mais en fait c'est vrai que je ne l'ai pas forcément habituée, donc elle n'a pas ce besoin de sucre tout le temps. Mais je me rappellerai toujours de ces 1 an, et c'est sa marraine qui avait fait un gâteau au chocolat, et elle a goûté pour la première fois. J'ai vu sur son visage... la révélation. Non mais la révélation. Et elle s'est presque levée de sa chaise pour se jeter sur le gâteau. C'était vraiment voilà. Ouais, si, donc en fait ils aiment ça et on aime tous ça. Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, ça veut pas dire qu'il faut jamais donner de sucre aux enfants, et pas du tout. C'est juste que cette période-là jusqu'à 1 an où on peut encore le gérer, on peut vraiment mettre en place des choses positives sans leur donner et attendre qu'ils aient 1 an, 1 an et demi, mais voilà. Alors après le sucre, le chocolat. Le chocolat, c'est la même chose que pour le sucre, en fait il y a du sucre dedans. Donc pareil, on évite avant 1 an. Et il y a aussi une autre chose dans le chocolat, il y a de la théobromine qui est une sorte d'excitant, un peu comme la caféine. Bien qu'il y en ait bien moins que dans le café, mais il y en a quand même. Le chocolat, pareil, après 1 an. Et puis privilégier les chocolats noirs. Noirs, au-dessus de 70%. 70. Et pareil, 70. Ça fait combien de temps que t'habites en Suisse, en plus, je le dis souvent, 70. 70%. Et le plus tard aussi, on peut laisser le chocolat noir, le mieux c'est. Mais toi, c'est une question de palais après. Moi, mes enfants, ils ont toujours mangé du noir et ils aiment ça, quoi. Oui, pareil. Restons là-dessus tant qu'on peut. Donc là, tu nous as parlé de plein de choses à donner à nos bébés pendant la diversification, mais est-ce qu'il y a des choses à absolument éviter, à ne pas donner? Le miel. Le miel. Je le dis tout le temps, pas de miel avant 1 an, mais pourquoi? En fait, il peut y avoir une bactérie dans le miel, alors ne me demande pas le nom. D'accord. Elle a un nom compliqué. Ça va être qui peut créer du botulisme chez les enfants. En fait, c'est une paralysie musculaire. Ça peut être aussi mortel. Donc en fait, c'est assez dangereux. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc après, les recommandations, c'est pas de miel avant 1 an. Et pourquoi on dit que c'est hyper sain le miel? Bon, après 1 an, bien sûr. C'est hyper sain et en fait, le corps, il peut complètement gérer cette bactérie après 1 an. D'accord. Mais tu vois, c'est ce qu'on discute aussi. L'organisme, il est vraiment peu mature encore jusqu'à 1 an. Et en fait, cette bactérie peut pas la gérer avant. Par précaution, on donne pas. Mais après, effectivement, le miel, il a énormément de vertus. C'est un anti-inflammatoire, un antibactérien. Il y a vraiment plein de bonnes choses dedans, beaucoup de nutriments. Donc après, c'est vraiment un aliment, bien que très sucré, on peut quand même le donner aux enfants, mais il faut quand même attendre les 1 an. Ensuite, il y a tout ce qui est cru, les viandes, poissons crus. Ça, c'est pareil, c'est pour des risques de bactéries, de salmonelle, E. coli.
brocoli, etc. Ça pareil, ça peut être très très dangereux pour l'enfant. Et là, les recommandations sont aussi différentes entre la France et la Suisse. En Suisse, c'est pas avant 3 ans et en France, c'est pas avant 10 ans. Ah ouais. Il y a vraiment pour tous gros écart. Jusqu'à 3 ans, donc pas d'œufs, de viande ou de poisson cru. Voilà. Ensuite, il y a aussi pour moi tous les produits ultra transformés. Ça, je pense qu'il faut absolument pas donner aux enfants tôt. Pour plein de raisons. Déjà, c'est des calories vides. Il y a quasiment pas de nutriments dedans, donc c'est pas intéressant nutritionnellement parlant. Il y a aussi beaucoup d'additifs, de colorants, de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Vraiment aucun intérêt. Il y a souvent du sel, du sucre. Tout ce qui est gâteau industriel et compagnie. Voilà, gâteau industriel, plat tout prêt. Tout ça, non, pas pour les petits. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Avant 1 an, tout ce qui est, on a parlé biscuits, etc. Même les biscuits pour bébé. Et il y a eu un article d'ailleurs il y a pas longtemps où ils regardaient toutes les étiquettes puis ils se sont rendu compte que les biscuits pour bébé avaient des taux de sucre qui explosaient. Ah ouais. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué biscuit bébé qu'il est bon. Non mais attends, je peux te montrer un truc trop rigolo? Oui. Pour la première fois là sur la liste à commission, regarde ce que j'ai mis. Biscuits pour Charlie. Je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de lui faire goûter des biscuits. Voilà, et en plus tu mets pharmacie, donc tu dis pharmacie, c'est sûr que c'est bien, mais en fait non. Ah bon, j'efface. Non mais trop drôle, je l'ai noté aujourd'hui donc. Ouais, franchement, je pense pas que ça soit utile. Tu sais ces trucs de maïs soufflé, espèce de gros bâtons de maïs là pour les bébés, ça c'est pas bien. Alors ça on peut en parler aussi. Non, franchement, alors ça c'est pareil, c'est que du glucide. Il y a aucun nutriment à l'intérieur parce que c'est soufflé de façon très chaude donc ça détruit tout. En plus en termes de texture, c'est pas quelque chose qui va leur apprendre à mâcher correctement, ça fond un peu. Donc même pour l'éducation de la mastication, c'est pas une bonne idée. Mieux vaudrait du pain en fait. Voilà, donne-lui un bout de pain au levain comme ça à grignoter, ça sera bien mieux. Mais même s'il y a un tout petit peu de sel dans le pain. Il y a un petit peu mais c'est très peu. Ok. C'est très très peu. Okay. Je voulais essayer parce qu'elle commence vraiment à essayer de choper plein de trucs, elle est hyper intéressée, enfin je la vois, elle a envie de manger mais comme nous. Elle regarde ses frères manger, elle est... Alors peut-être que tu peux aussi lui faire, tu vois, des petits bâtonnets de carottes un peu mous, de bananes, qu'elle peut vraiment attraper et commencer à grignoter aussi. Ouais, parce que la banane crue maintenant c'est ok, on est d'accord. Oui. Écrasée c'est bon hein. Oui. Ouais. Et si vraiment elle veut quelque chose, vraiment à tenir et à grignoter longtemps, le bout de pain. Un bout de pain au levain. Je vais noter ça à la place du pain au levain. Tu enlèves le... J'ai enlevé la soie direct, j'ai enlevé. Mais des fois je me demande si c'est pas, parce que je me dis, tu sais, c'est quand je suis moi occupée dans la cuisine, c'est pas pour m'arranger moi, tu vois, de l'occuper avec un truc qu'elle puisse manger. En fait elle te demande pas particulièrement j'imagine. Ah ben toi, tu lui donnes. Alors après tu peux lui donner quelque chose à mettre dans la... Ah non je disais elle me l'exprime pas. Elle l'exprime pas, je veux dire, elle pleure pas quand elle voit un gâteau qu'elle veut attraper ou quelque chose comme ça. Non, le verre de vin par contre. Ah le verre de vin c'est ça doit être la couleur. Gaule quoi, c'est vraiment son gaule. Ouais. D'ailleurs on a trouvé un verre de vin en plastique qu'on lui donne et elle est trop contente. Ah oui. Non c'est vraiment le verre quoi. C'est l'objet en fait, c'est l'objet. Ouais. Donc t'as dit pas de cru, donc les œufs, le poisson, les viandes, mais à partir de quand est-ce qu'on peut donner des légumes et des fruits crus? Ça on en a pas parlé. Oui, alors ça à partir de 8-9 mois. Alors ce qui est important c'est qu'ils soient bien mûrs, parce que ça ils sont plus digestes, et que à cet âge-là, vers 8-9 mois, ils commencent à bien commencer un peu à mâcher, et si le fruit est bien mûr, c'est bon. Ok. Ce qu'il faut éviter c'est de donner des fruits encore durs, pareil qui ont un peu voyagé, etc. parce que là ils vont être beaucoup moins digestes qu'un fruit bien mûr. Donc le pomme et tout ça c'est pas du tout l'idéal. Une poire bien mûre par contre. Une poire bien mûre, oui. Ouais. Ok, je vais une banane. Le kiwi c'est pas le premier fruit qu'on va donner parce qu'il a un potentiel allergique. Donc les aliments les plus potentiellement allergiques ce sont les œufs, les arachides, le poisson, le kiwi. Ça c'est la majorité des cas. Il peut y avoir le lait aussi avec le lactose. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là avec un fruit comme ça, on attend un peu. Déjà c'est pas le premier qu'on donne et lui pour le coup on va le donner 1 ou 2 jours puis on va observer si on voit une réaction chez l'enfant. Donc ça peut être des petites plaques rouges autour, des démangeaisons. Voilà. S'il n'y a rien, c'est tout bon, on y va. Si on est une famille où il y a un terrain allergique qui est vraiment avéré avec des réactions qui peuvent être graves, dans ce cas-là, on recommande plutôt de les introduire plus tard, ces aliments-là. Et le mieux, c'est quand même de le faire avec son pédiatre et un allergologue et puis de mettre en place un protocole. Et peut-être que le pédiatre va décider aussi de prescrire un antihistaminique au cas où il y a une réaction grave la première fois. On prend quand même plus de précautions s'il y a un terrain familial. Donc là, je pourrais lui donner du kiwi, il faut juste que j'observe. Parce que c'est assez mou. Oui, le kiwi, tu peux commencer, Et il y a une recommandation à privilégier le kiwi vert, jaune, rouge, peu importe? Non, tu peux prendre celui que tu veux. Ok, super. Une question qui est pas mal revenue aussi et qui revient souvent dans mes DM concernant la DME, la diversification menée par l'enfant, qui est donc une méthode où on donne des gros morceaux directement en fait de légumes cuits à l'enfant pour qu'il se débrouille tout seul. Voilà. La raison pour laquelle je le fais pas, c'est que Léo
s'est étouffé avec un morceau de pastèque à 1 an et on a bien cru qu'on le perdait ce jour-là. Et du coup, pour moi, c'est inenvisageable, vraiment inenvisageable de faire une DME avec un de mes enfants. Et toi, t'en penses quoi de la DME? Alors la DME, ça peut être super intéressant. Encore une fois, je pense qu'on fait en fonction de la famille et de l'enfant. Déjà, l'enfant, c'est important qu'il soit prêt aussi. Prêt, ça veut dire qu'il tienne bien assis, qu'il tienne bien sa tête, qu'il puisse amener des choses à sa bouche tout seul. Ça, déjà, c'est vraiment la condition de base pour pouvoir le faire. Ensuite, que ça l'intéresse. Les études, c'est très varié. Il y en a qui montrent qu'effectivement, ça permet à l'enfant d'être plus autonome, de permettre une alimentation plus variée après, mais c'est pas vraiment clair. Moi, personnellement, j'ai eu dans mon cabinet des enfants qui avaient été en DME, qui étaient plus difficiles après avec certains aliments, et d'autres qui ont eu la diversification avec la purée et qui mangent tout aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faire comme on le sent, déjà. Après, là où c'est intéressant, effectivement, ça donne de l'autonomie à l'enfant. Il peut choisir ce qu'il veut manger, mais par contre, ça implique aussi de bien le surveiller, effectivement, et puis il y a aussi avoir des risques, donc on le surveille. Et aussi de surveiller ce qu'il mange, parce que l'avantage de la purée, c'est ce qu'on disait, on peut mettre les légumes, les protéines, tout ensemble mixés, et en fait, on est assuré qu'il a mangé le tout. C'est vrai. Parfois en DME, l'enfant il peut choisir, puis finalement il va toujours manger une seule catégorie d'aliments. Donc c'est pas tout le temps le cas, et voilà. Ça implique de surveiller, mais c'est vrai que ça donne de l'autonomie à l'enfant, ça lui permet de vraiment découvrir les aliments avec tous ses sens. Certains avancent que c'est une meilleure familiarisation avec les aliments. Moi j'ai pas d'avis tranché et j'ai pas d'exemple avec l'expérience que j'ai qui me dit l'un est mieux que l'autre. L'un est mieux que l'autre. Je pense qu'il faut faire comme on le sent et par famille. Moi je n'ai pas fait la DME par exemple, et ma fille elle mange de tout. Et j'étais un peu comme toi. J'avais un peu peur. Et peut-être que finalement l'enfant il a ce réflexe de régurgitation, donc normalement ça se passe très bien. Mais moi j'avoue que j'avais cette crainte. Il faut faire attention à comment on coupe aussi les légumes. Donc c'est pas des morceaux, c'est des bâtonnets. Il faut faire attention que ce soit pas des formes qui puissent se coincer. Qu'on évite les rondelles par exemple. C'est bien de se faire accompagner, je pense, quand on fait la DME par vraiment des spécialistes, et puis ils expliquent tout, comment le mettre en place, etc. Ah bah. Le réveil de la sieste. Et surtout, si vous choisissez la DME, faites des cours de premier secours. Juste au cas où, je vous préviens, parce que moi j'ai dû faire Heimlich sur Léo, j'étais pas. Et je pense que même si on fait pas la DME, honnêtement, c'est un super truc à faire. Ah oui, il faut faire. Moi je l'ai fait, je trouve ça vraiment super. Bon, alors, dernière question, parce que cette petite personne va vouloir prendre son goûter. Et justement, question goûter qui est pas mal revenue, qu'est-ce qu'on donne au goûter à des bébés? Alors, au goûter, voilà, on va jusqu'à 1 an. On considère donc que le bébé, il a encore son lait, maternisé ou maternel. Donc, dans ce cas-là, soit au goûter, on donne pas de lait, donc on donne toujours des fruits cuits ou des fruits bien mûrs. Et à partir de 8 mois, on peut même rajouter un peu de purée d'amandes blanches si on veut. Je vais tester ça, j'en ai. Ça c'est bien, c'est un petit plus. Et s'il prend pas de lait, dans ce cas-là, pourquoi pas donner un petit yaourt. Mais la plupart du temps, c'est des fruits. Voilà, et les céréales, juste. Tu sais, les céréales que t'achètes genre Bimbosan, que tu mélanges avec de l'eau bouillante? Ouais, alors les céréales, en général, on va les donner plutôt le midi. Ok. On va commencer vers 7-8 mois. On commence plutôt par du sans gluten avec les céréales, et le gluten, on attend 8-9 mois. Et effectivement, on peut les mettre dans les purées plutôt le midi, les céréales. Ah ouais. Parce que tu vois, moi par exemple, ma pédiatre, elle m'a dit elle dort pas bien, essayer de lui donner des céréales le soir avant de dormir pour la caler. Alors ça, je crois que c'est un peu un mythe. Mais je suis d'accord, moi je fais pas ça du tout en plus parce que ça sert à rien. Non. Par contre, je lui donnais au goûter, tu vois. Je lui mettais avec la compote. Après, tu peux, si tu vois, elle a de l'appétit et qu'elle a envie de manger, quand elle commence à manger le soir des petites soupes ou des légumes, tu peux rajouter un peu de féculents si tu vois qu'elle a faim. Ça c'est possible. Ce sera quand qu'elle commence à manger le soir? Plutôt 12 Ouais, c'est un peu plus tard. Alors il y a des enfants qui ont vraiment des gros appétits et on commence avant. Ça dépend vraiment de l'enfant. S'il se désintéresse du lait, qu'il en veut moins, on va commencer plus tôt. Mais si par contre il est toujours très attaché à son lait, plus tard, vraiment on s'adapte à l'enfant. Qu'il a faim et qu'il a pas assez mangé, et on peut rajouter un petit repas le soir vers 9-10 mois en mettant une petite soupe de légumes et pourquoi pas un peu de féculents si vraiment on sent qu'il a l'appétit. Ok. Voilà, on fera comme ça. Aurélie, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de nos abonnés. Alors les principales trucs, il y en a eu énormément, on n'a pas pu répondre à tout parce qu'il y a beaucoup de problématiques très spécifiques, etc. On a essayé de reprendre les choses les plus globales qui parleraient à un maximum de personnes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer encore une prochaine vidéo. On va faire plein de vidéos en fait. Plein de vidéos. En fait, le sujet est très vaste. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on a besoin encore une fois d'être guidé par des personnes comme Aurélie. Je pense que tu vas pouvoir faire un récap de tous les âges en fait, âge après âge, la diversification alimentaire à 5 mois, 6 mois, 7 mois, 7 mois. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de questions justement, que donner à mon enfant à tel âge. Donc on s'est dit, on fait par groupe d'âge et puis on récapitule un peu tout ce qu'on peut introduire et quand. Voilà. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup, merci Aurélie. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.